avec Jean-Pierre Luminet, l'imagination à l'œuvre chez les bâtisseurs du ciel. Le temps d'installer son 2 minutes, le temps d'installer son PowerPoint, mais on va rester dans la salle. Beau ciel étoilé, je vais vous parler donc de l'imagination à l'œuvre chez les bâtisseurs du ciel, c'est-à-dire finalement le rapport entre le cosmos et l'imagination. Je parlerai en fait, c'est vrai que dans la construction de modèles cosmologiques, de systèmes du monde, il y a eu dans l'histoire, et encore sans doute aujourd'hui, une petite part de rêve et de travail du non-conscient, qui, comme l'a bien spécifié M. Jeanneret, n'a rien à voir avec l'inconscient de Freud, qui après tout, ça c'est mon opinion personnelle, n'appartenait qu'à Freud et n'a donc aucune valeur universelle. Donc parlons plutôt du non-conscient. Cet aspect-là, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Cela dit, il est important parce que il a été abordé dans un livre qui m'a absolument passionné. Et d'ailleurs, c'est un livre qui m'a introduit à l'histoire des sciences et à l'épistémologie lorsque je l'ai lu. Il s'agit des Somnambules d'Arthur Koestler. Donc je sais qu'il est un peu difficile à trouver, mais si vous pouvez le trouver sur Internet, c'est un livre absolument extraordinaire qui étudie la façon justement dont les bâtisseurs du ciel de Platon jusqu'à Galilée, il s'était arrêté à Galilée, Arthur Koestler, avait imaginé justement les systèmes du monde dans un état un petit peu bizarre qu'il appelait un état de somnambulisme. Voilà. Alors, bon, je ne partage pas complètement évidemment toutes ces opinions, toutes ces idées. Mais de toute façon, moi aujourd'hui, je veux vous parler d'un autre type d'imagination qui me semble important et qui est à l'œuvre dans la construction des systèmes du monde et qui est peut-être pas si souvent cité que cela, de deux types d'imagination qui sont en fait liés l'une et l'autre. Une imagination d'ordre esthétique et une imagination d'ordre géométrique. Vous remarquerez au passage que je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Univers et Théorie, dont l'acronyme est celui d'un instrument et le nom d'un instrument de musique, le luth. Et nous y travaillons effectivement sur des théories fondamentales de l'univers, qu'il s'agisse de théorie des corps, de gravité quantique, trou noir, Big Bang, avant Big Bang, où il faut faire preuve effectivement de pas mal d'imagination pour aller au-delà des schémas et des paradigmes établis. Alors, rôle d'une imagination esthétique, je commencerai par rappeler quelque chose de basique, c'est que le mot même de cosmos dans son étymologie signifie l'esthétique, puisque si vous pensez à cosmologie ou à cosmétologie, c'est absolument la même racine grecque. Le mot cosmos signifie au départ l'ordre, la beauté et l'esthétique. Alors pourquoi on peut l'appliquer pour l'univers physique ? C'est justement l'énorme pari, l'immense pari qui a été fait au début de ce qu'on peut appeler la science finalement, en tout cas dans le bassin méditerranéen, le pari de Pythagore et de Platon notamment, selon lequel l'univers physique doit être un cosmos, c'est-à-dire quelque chose de bien organisé. Organisé par quoi ? Par des lois naturelles, et non plus soumis aux caprices des dieux, comme on peut trouver le cosmos chez Homère ou Hésiode et les écrivains antérieurs à cette naissance de la science grecque. Alors justement, vous allez voir comment tout de suite ces considérations esthétiques vont être liées à l'imagination également géométrique, puisque cette idée même en fait d'esthétique, elle est assez subjective. Des mots tels que beauté, équilibre, harmonie, juste proportion, il faut arriver à les formaliser d'une certaine façon si l'on veut bâtir un système du monde qui se veut cohérent. Alors cette idée était omniprésente chez les philosophes de la Grèce ancienne, dont vous reconnaissez ici l'aréopage représenté dans la célèbre fresque de Raphaël. Au centre, c'est Platon, Aristote, et autour de lui, il y a Démocrite, Pythagore, Épicure, Euclide, etc., etc. Tous les grands philosophes, vivant à des époques très différentes. On a rassemblé dans un seul tableau plusieurs siècles de philosophie antique. Alors, ce que je vais vous dire pour commencer, c'est que justement l'une des façons de formaliser, d'exprimer une forme de beauté, d'équilibre et d'harmonie dans l'organisation de l'univers, c'est d'utiliser des principes de géométrie et en particulier des principes de symétrie. Alors je vous rappelle par exemple une
non, avant de vous rappeler une notion fondamentale de symétrie, justement, je voulais vous dire donc un petit peu la naissance des cosmologies rationnelles venant de Platon et d'Aristote vient en fait de la physique, de la métaphysique développée par Platon dans le Timée et dans Aristote dans son traité du ciel et dans la physique, dans lequel en fait ils font l'hypothèse que le monde physique est partagé en deux régions. Une région dite supralunaire, qui est la région correspondant au ciel, c'est-à-dire à partir de l'orbite de la Lune jusqu'au ciel lointain des étoiles. C'est un monde supposé parfait et immuable dans lequel rien ne doit changer, puisque apparemment les apparences nous montrent qu'il n'y a pas vraiment d'étoiles nouvelles qui apparaissent dans le ciel. En tout cas, c'est suffisamment rare pour qu'on ne s'en soit pas aperçu à cette époque-là. Et également reflet, effectivement, de la perfection céleste à partir du moment où les dieux, ou les dieux doivent habiter dans le ciel. Et puis le monde dit sublunaire, c'est-à-dire le monde de la Terre jusqu'à l'orbite de la Lune, avec en étage les éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, qui s'entremêlent et s'échangent sans cesse pour créer des métamorphoses. Et pour créer donc la corruption, le changement, la naissance, la vie, la mort des êtres. Voilà. Donc c'est un principe métaphysique de séparation de l'univers en deux parfaits, en deux mondes. L'un est parfait et l'autre est imparfait. Comment formaliser géométriquement cette idée? Justement à partir d'une notion simple qui est la symétrie rotationnelle. Alors je vous rappelle, vous prenez une figure comme la sphère, figure parfaite par excellence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire parfait dans ce sens-là? Ça veut dire par exemple que la sphère, vous pouvez la faire tourner autour de l'un quelconque de ces trois axes d'une quantité quelconque et elle est toujours identique à elle-même. En langage mathématique moderne, qu'on appelle la théorie des groupes, on dira que la sphère est invariante sous un groupe de rotation continue. Alors les philosophes de l'Antiquité, qui étaient aussi mathématiciens, les philosophes d'aujourd'hui devraient en prendre un peu de graines, connaissaient également des formes géométriques extrêmement élégantes et également symétriques, qui étaient les polyèdres réguliers. À l'époque, on appelait ça les solides platoniciens, parce qu'ils sont décrits par Platon dans le Timée. Il y en a cinq solides platoniciens. Et qui, eux, sont également invariants sur des rotations, mais dans un groupe moins riche que les rotations continues, puisque si vous prenez par exemple ce polyèdre régulier, qui est un icosaèdre, comme vous le voyez tout de suite, pour qu'il revienne exactement identique à lui-même, vous ne pouvez pas le faire tourner de n'importe quel angle. Il y a des angles particuliers. Donc voilà, il est invariant simplement sous un sous-groupe des rotations continues, qui sont des rotations discontinues. Voilà, je ne vous effrayez pas, je ne vous parlerai presque plus de mathématiques par la suite. Mais c'est juste pour vous montrer comment l'imaginaire géométrique, qui est là, enfin c'est autre chose, c'est à la fois de l'imaginaire et également de la géométrie, de la géométrie pratique, a permis donc d'imaginer une géométrisation du ciel déjà dans l'Antiquité. Donc tout ce qui va se passer dans le ciel, on va le modéliser par des mouvements faisant appel à des cercles et à des sphères, et tout ce qui va se passer dans le monde sublunaire, gouverné donc par les éléments constamment changeants, va être géométrisé par les 5 polyèdres réguliers. Alors au départ, Empédocle avait dit il y a 4 éléments fondamentaux, la terre, l'eau, l'air et le feu. Et Platon nous explique dans le Timée, avec des argumentations qui peuvent vous faire aujourd'hui sourire par leur naïveté, mais qui à l'époque, et c'était toujours un progrès par rapport à la théogonie d'Hésiode, associer par exemple la terre au cube, le tétraèdre au feu, l'octaèdre à l'air et l'icosaèdre à l'eau. Un exemple de l'imaginaire platonicien, pour justifier le fait, par exemple, que la Terre était associée au cube et pas à l'octaèdre ou à l'autre, à l'icosaèdre, il disait que finalement, si on fabriquait un cube de terre ou de pierre, eh bien, ce serait la masse la plus lourde, la plus difficile à déplacer. Et donc, ce serait l'élément le plus lourd, le plus grave, donc c'est la Terre, qui est l'élément le plus pesant. Vous voyez ce type d'argumentation qui était utilisé. Alors, vous voyez un 5e polyèdre. En fait, j'aurais aimé avoir un pointeur. J'ai oublié de le demander avant, si je peux avoir un pointeur. Vous voyez un cinquième polyèdre qui est le dodécaèdre. La belle figure à 12 faces pentagonales dans lequel est inscrit le soleil et les étoiles. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le fameux 5e élément
je ne sais pas si vous avez vu le film, le cinquième élément, qu'à l'époque qu'on appelait la quintessence. Et c'était justement en fait le polyèdre le plus proche de la perfection, le plus proche du cercle, et donc l'élément finalement intermédiaire entre les éléments bassement matériels, terre, eau, air, feu, et la pureté céleste, le dodécaèdre. Et vous allez voir par la suite les aventures du dodécaèdre au cours de 2000 ans d'histoire, 2500 ans d'histoire même de la cosmologie. Alors voilà, ces considérations sur l'utilisation de formes géométriques ont permis d'élaborer des systèmes du monde. Merci bien. Voilà. Je retrouve mes outils. Voilà. En fait, donc, toute cette grande aventure de modélisation du cosmos se passe essentiellement après à Alexandrie. Donc je me permets de vous montrer l'un des livres que j'ai consacré à ce fascinant épisode où, sur une période de pratiquement 1000 ans, depuis la fondation de la bibliothèque et du musée d'Alexandrie, une sorte de CNRS antique, où les chercheurs sont appelés de tous les pays pour venir être payés par le gouvernement pour faire des recherches, jusqu'au VIe siècle après Jésus-Christ, ont défilé en fait tous les plus grands savants, mathématiciens et philosophes de l'Antiquité, depuis Euclide jusqu'à Ptolémée, en passant par Ératosthène, Aristarque de Samos, Archimède et bien d'autres. Parmi deux exemples tout à fait remarquables du rôle de l'imagination géométrique, enfin, comment on va transposer des éléments de géométrie apparemment simples, type théorème des Pythagore, pour faire des choses incroyables sur le plan finalement de la connaissance du cosmos. Premier épisode, c'est la mesure de la circonférence de la Terre, qui a été réalisé par ce bonhomme extraordinaire, Ératosthène, qu'on a appelé un athlète du savoir, parce qu'il était astronome, mathématicien, musicien, poète, directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, précepteur des enfants du pharaon. Enfin bref, un homme qui savait tout faire et qui vivait donc et qui travaillait donc à la bibliothèque d'Alexandrie. Et on savait déjà depuis Aristote que la Terre était une sphère. Restait maintenant à en mesurer la taille. Et l'idée géniale d'Alexandrie, c'est d'utiliser tout simplement des théorèmes élémentaires de la géométrie euclidienne, Euclide étant le premier mathématicien à débarquer à Alexandrie dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire une ou deux générations avant Ératosthène. Et Ératosthène entend dire que au sud de l'Égypte, dans la ville de Syène, qui correspond aujourd'hui à Assouan et qui se trouve en fait sur le tropique du Cancer, ce qui joue un rôle astronomique intéressant, ce qui fait qu'au solstice d'été, qui comme vous le savez c'est le 21 juin, à midi, ça veut dire qu'au tropique, le Soleil est exactement perpendiculaire à la Terre. Et Ératosthène avait entendu dire qu'il y avait un puits très profond creusé à Syène, si profond qu'on n'en voyait jamais le fond tout au long de l'année, sauf le 21 juin, solstice d'été à midi, où le fond était éclairé par les rayons du Soleil. Et Ératosthène savait très bien que le même jour, à la même heure, à Alexandrie, à peu près 2000 km au nord et à peu près sur le même méridien, ce qui est un avantage géométrique, il y avait une ombre. Les rayons du soleil ne sont pas perpendiculaires. Et donc il fait le raisonnement très simple. Si je mesure en fait la déviation, l'angle que font les rayons du soleil à Alexandrie au solstice d'été, regardez ce rayonnement géométrique d'une simplicité admirable. Le jour du solstice d'été, vous avez le soleil, dont les rayons donc, sont perpendiculaires à Syène. Les rayons du soleil parallèles, tellement que le soleil est loin évidemment, à Alexandrie, font un angle avec la verticale. Et donc cet angle ici, mesuré, il suffit de le mesurer comme ça, en mesurant la longueur de l'ombre et la hauteur du monument, cet angle-là est égal à celui-là. Et donc on a la valeur de l'arc de cercle qui sépare Alexandrie de Syène. La mesure donne 7 degrés 10. Et vous remarquerez que 7 degrés 10, c'est exactement 1/50 de 360 degrés. Et 360 degrés, c'est le tour du cercle. Donc ça veut dire que pour mesurer la circonférence terrestre, il faudra simplement multiplier par 50 la distance entre Syène et Alexandrie. Reste à mesurer la distance physique, cette fois-ci, en unité métrique et non plus angulaire, entre Syène et Alexandrie. Et Ératosthène fait appel à une quantité de données de provenance différentes, aussi bien des cartes des champs inondés régulièrement par le Nil, les compteurs de pas professionnels qu'on appelait des bématistes qui parcouraient dans l'Antiquité
mesurer les routes, pour en mesurer la durée, en comptant les pas, etc. etc. Et bref, donc cette distance est déterminée par une moyenne entre toutes ces données différentes, 50 000 stades, le stade étant, comme vous le savez, la longueur du stade d'Olympie. Voilà, et donc on multiplie par ce qu'il faut, et on a la valeur de la circonférence terrestre, qui donne, converti en unité d'aujourd'hui, ça fait 40 400 km. Prodigieux exploit donc, parce que la valeur moderne, mesurée par des moyens infiniment plus sophistiqués, c'est 40 km. Donc à 1% ou 2% près, Ératosthène, en appliquant l'imaginaire géométrique, avait trouvé la circonférence de la Terre. Chose qui malheureusement sera oubliée, comme vous le savez, pendant des siècles, y compris après au Moyen-Âge, puisque Christophe Colomb, lorsqu'il entreprendra son tour du monde pour espérer rejoindre les Indes en passant par l'Ouest, croyait à une sous-estimation très large de la circonférence terrestre. Il pensait que, suite à de nouvelles mesures fausses cette fois-ci, la circonférence terrestre n'était que de 20 000 km. Peut-être qu'il n'aurait pas tenté l'aventure s'il avait su que c'était 40 000. Voilà. Alors bref, deuxième exploit réalisé à Alexandrie, un autre astronome du IIIe siècle avant Jésus-Christ, Aristarque de Samos. Regardez comment il va utiliser la géométrie pour faire quelque chose d'encore plus prodigieux, mesurer les distances de la Terre, de la Lune et du Soleil à la Terre, en remarquant que dans certaines configurations, on voit simultanément au-dessus de l'horizon le Soleil et la Lune. En général, vous dites, le Soleil, on le voit le jour, la Lune, on le voit la nuit. Vous avez quand même remarqué, j'espère, si vous regardez de temps en temps le ciel, qu'il y a des moments de l'année où on voit les deux en même temps. Le Soleil est près de se coucher et la Lune, elle est au milieu du ciel. Ou alors, le Soleil est au milieu et la Lune est en train de se lever s'il ne fait pas trop jour. Mais c'est plutôt en général, quand le Soleil est en train de se coucher, on commence à voir apparaître la Lune. Et puis, à ce moment-là, la Lune peut être exactement à son premier quartier, comme on l'appelle, c'est-à-dire exactement éclairée par moitié par le Soleil au-dessus de l'horizon. Ben, ça veut dire qu'à ce moment-là, on a exactement un triangle équilatéral. On a un angle droit, bien entendu. Et alors, il suffit d'utiliser une fois de plus les règles élémentaires de la géométrie pour en déduire que cet angle-là, c'est-à-dire l'angle entre les directions de la Terre et du Soleil, le cosinus est égal au rapport des distances TL sur TS. C'est à nouveau de la géométrie absolument élémentaire. Donc il suffit de mesurer l'angle et on a le rapport des distances. Voilà. Alors Ératosthène mesure cet angle, il trouve 87 degrés. Vous imaginez que l'angle il est presque un angle droit, tellement que le Soleil est loin, parce qu'évidemment le Soleil est extrêmement loin. Donc cet angle-là, il va tendre presque vers 90 degrés, mais pas tout à fait. Et donc Aristarque trouve que le Soleil est au moins 20 fois plus grand, 20 fois plus éloigné, excusez-moi, que la Lune. Alors en fait, c'est déjà un agrandissement extrême par rapport au monde d'Aristote, où on pensait que le Soleil n'était pas si loin que cela. C'est une large sous-estimation de la réalité, parce que ces mesures sont difficiles à faire. Si on les faisait aujourd'hui avec des instruments très précis, on trouverait un angle très très proche de 90 degrés, et donc une distance de 400 fois. Le Soleil est encore beaucoup plus éloigné que ce qu'Aristarque croyait. Mais c'était déjà un progrès remarquable. Encore plus remarquable par d'autres méthodes dont je vous épargne la subtilité géométrique, Aristarque détermine également la taille du Soleil. Et il trouve que le diamètre du Soleil, c'est au moins 7 fois celui de la Terre. Là encore, une très large sous-estimation. En réalité, le Soleil a un diamètre 109 fois celui de la Terre. Mais déjà, à nouveau, à l'époque, c'était une énorme surprise de prétendre que le Soleil était aussi gros que cela, puisqu'on trouve à la même époque des hypothèses sur la taille du Soleil, où on ose dire que le Soleil est aussi grand que le Péloponnèse. Et celui qui avait dit ça a été condamné dans un procès pour avoir osé dire que le Soleil était aussi grand que cela. Bon, enfin bref. Donc Aristarque de Samos, lui, dit que carrément le Soleil est 7 fois plus grand que la Terre en taille. Donc en volume, on prend le cube, ça fait beaucoup plus gros. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Aristarque en tire une hypothèse, une conséquence extraordinaire. Il dit, si le Soleil est si gros que cela par rapport à la Terre, c'est idiot d'imaginer que la Terre est le centre fixe de l'univers, comme on le croit depuis Aristote, et que tous les astres tournent autour. C'est plus logique de mettre le corps le plus gros, le Soleil, au centre, et de faire tourner tous les astres autour, et la Terre devient donc une planète comme les autres. Et vous reconnaissez là, sans doute, la théorie de Copernic, qu'on appelle l'héliocentrisme, mais 1500 ans, que dis-je, 2000 ans avant Copernic. Alors Aristarque, évidemment, va être oublié pendant des siècles, ne va pas être cru, parce qu'à son époque, il n'y aura aucune preuve astronomique de ce qu'il avance. Si bien que s'instaurera
toujours fondé sur les deux physiques élaborées par Platon et Aristote, s'instaurera un système du monde qu'on appelle le système géocentrique, dans lequel la Terre est absolument fixe au centre de l'univers. Elle ne tourne pas sur elle-même non plus. Et donc, pour expliquer les apparences, déjà le mouvement diurne en 24 heures, on suppose que tous les astres tournent autour de la Terre, premièrement, Soleil, Lune, planètes et étoiles. Également, il y a l'imaginaire géométrique correspondant au paradigme de la sphère et du cercle dont je vous parlais. Donc, tous les mouvements des astres dans le ciel sont supposés suivre des cercles, donc à nouveau reflet de la perfection céleste. Et vous remarquerez également que dans ce système cosmologique, le cosmos est clos, il est fermé. Il y a une ultime sphère qui ferme le ciel, sur laquelle les étoiles sont accrochées un petit peu comme des lampions pour éclairer la nuit. Évidemment, à cette époque, on n'a pas idée de la distance des étoiles, et donc on croit qu'elles sont toutes à la même distance de la Terre, accrochées à une dernière sphère de cristal transparent. Toute cette astronomie, dans sa partie plus géométrique, c'est-à-dire calculatoire, c'est-à-dire qu'il va essayer après non seulement d'organiser un système du monde à peu près cohérent, mais surtout d'expliquer des observations astronomiques, va être portée à son point de perfection par Ptolémée, toujours à Alexandrie, au IIe siècle après Jésus-Christ. Voilà. Donc on voit ici une gravure médiévale où Ptolémée est en train de mesurer des écarts angulaires entre les étoiles du ciel. Il est l'auteur d'un fameux catalogue d'étoiles, mais surtout Ptolémée a élaboré, grâce toujours à l'imagination géométrique, un formidable modèle explicatif, qui se voulait explicatif, des trajectoires des planètes, dont vous voyez ici l'un des schémas que l'on trouve dans son traité. Son traité s'appelait Almageste, l'un des grands livres de l'histoire de l'astronomie, qui en arabe d'ailleurs, c'est un terme qui vient de l'arabe, Al-Majesi, ça veut dire le plus grand de tous les livres. Voilà. Et alors donc, dans ce modèle-là, Ptolémée essaie de rendre compte du mouvement des astres. Alors donc ce système géocentrique s'est instauré et s'est établi pendant des siècles, et notamment c'est une illustration médiévale où on voit la parfaite organisation du ciel, toujours avec la Terre au centre, avec la Terre, l'eau, l'air et le feu en étage, et après on a la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, étoiles fixes. Et vous voyez que dans cet imaginaire cosmologique, le Soleil n'est pas certes au centre de l'univers, puisque cette place est réservée à la Terre, mais en revanche il est au milieu des planètes. Il y en a 3 dessous et 3 dessus. Vous voyez la belle symétrie de la Terre aux étoiles fixes. Il y a le Soleil qui est juste au milieu. Maintenant, je reviens sur l'imaginaire géométrique fondé sur les solides platoniciens, les polyèdres réguliers. Mais en fait, ce n'est pas du tout une découverte des Grecs, l'existence de 5 figures particulières qui sont ces polyèdres réguliers, puisque ce que vous voyez là, ce sont des trouvailles archéologiques remontant au néolithique, 10 000 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez déjà donc sculptés sur la pierre les 5 solides réguliers, en particulier au milieu, vous reconnaissez le dodécaèdre. Ici, on voit des dodécaèdres plus récents, mais qui remontent tout de même à l'Antiquité, à l'époque grecque. Vous voyez que par exemple, l'un d'entre eux porte les 12 signes du zodiaque, donc on pouvait jouer au dé et faire des prédictions astrologiques en jetant des dés dodécaédriques. Maintenant, on va s'approcher. Il y a de la géométrie, mais il y a également de l'esthétique, et vous allez voir comment les deux choses sont extrêmement liées. On fait un grand bond en avant dans l'histoire. On se retrouve en pleine Renaissance italienne, et on regarde ce livre extraordinaire publié par un grand humaniste, Luca Pacioli, qui est représenté d'ailleurs dans ce tableau en compagnie d'un de ses élèves, qui écrit le traité de la divine proportion. Le traité est illustré par de magnifiques gravures de Leonardo da Vinci, où on voit ici des variantes sur le dodécaèdre. Et c'est une époque où l'imaginaire esthétique, cette fois-ci, venant de la géométrie, va imprégner tous les domaines en fait de l'activité humaine, la construction du ciel, les modèles du ciel, mais l'architecture, la musique, la poésie, la littérature, etc. Tout va s'être imprégné de cette idée d'une sorte d'harmonie qui doit y être partout pour que les choses soient belles, fondées sur la divine proportion. Alors vous connaissez tous par exemple les proportions idéalisées du corps humain présentées par Léonard de Vinci, qui sont fondées justement sur
cette divine proportion. Et je vous rappelle que cette divine proportion n'est autre que ce qu'on appelle le nombre d'or. Alors là, c'est également un détail d'un tableau contemporain, d'un peintre contemporain de Leonardo. On voit le compas qui mesure le côté du pentagone d'un dodécaèdre. Et en fait, on retrouve le nombre d'or, à la fois donc dans les proportions ici, entre le côté du carré et le cercle, où s'inscrivent les proportions du corps humain, et également dans le dodécaèdre, eh bien, le rapport entre le côté et la diagonale, c'est le nombre d'or ou son inverse. Hein. Voilà, donc on trouve cette divine proportion, qui est une notion purement esthétique, dans des constructions, géométriques. Je vous rappelle aussi, le nombre d'or est constamment utilisé dans toute l'histoire de l'art. Si on se pose la question, vous prenez un segment, vous allez le partager en deux parties. Qu'est-ce qui va donner une proportion agréable? Alors soit un segment ou soit simplement un carré, pardon, pas un carré, justement un rectangle, le côté, un grand côté, un petit côté. Quel est le bon rapport pour avoir quelque chose d'agréable à l'œil? C'est assez subjectif, mais voilà, une règle, c'est de dire que finalement le rapport entre le plus petit côté sur le grand côté doit être égal au rapport du grand côté sur le tout. Vous écrivez ce petit truc mathématique, ça fait une équation de second degré, vous la résolvez, ça fait 1 plus ou moins racine de 5 sur 2, ça donne le nombre d'or. Et ça, c'est appliqué donc de partout, dans les proportions architecturales, dans la peinture, y compris dans les structures musicales, par exemple, et vous le retrouvez dans le dodécaèdre. Alors voilà, tous les grands artistes qui étaient aussi des géomètres à la Renaissance. Hein. Un Dürer, par exemple, immense artiste, était aussi un très grand géomètre, puisqu'il a écrit un traité de géométrie, qui est l'un des meilleurs de son époque. Également, les artistes italiens, Piero della Francesca, les inventeurs de la perspective, étaient également des auteurs de traités de géométrie. Donc voilà, cette célèbre gravure de Dürer qui s'appelle La Mélancolia, où l'on voit tout un ensemble donc d'éléments à la fois géométriques, astronomiques, temporels, mathématiques, etc. Bon, je n'ai pas le temps de décoder cette gravure, il y a des livres entiers qui ont été consacrés dessus. Et vous voyez que toujours, à cette même époque, on trouve des livres dans lesquels les géomètres et artistes font des variantes sur ces structures géométriques. Voilà. Alors, l'air de rien, toutes ces choses-là vont considérablement influencer ce que j'ai appelé dans une série de livres que j'ai appelé Les bâtisseurs du ciel, qui racontent donc en 4 grands épisodes, rassemblés, je me fais un petit peu de pub, excusez-moi, dans un ouvrage qui rassemble ces 4 volumes, qui raconte en fait de Copernic à Newton, en passant par Kepler et Galilée, comment une véritable révolution conceptuelle totale sur notre façon de penser l'univers s'est faite sur une période d'environ 150 ans, puisque 1543, vous allez le voir, c'est la date de publication du traité de Copernic sur les révolutions des orbes célestes, qui réintroduit l'héliocentrisme, et 1687, c'est la publication de l'œuvre majeure de Newton, qui sont les principes mathématiques de la philosophie naturelle. Et vous allez voir comment, justement, l'imaginaire de ces bâtisseurs du ciel reste plus que jamais imprégné de considérations esthétiques et géométriques. Alors, Nicolas Copernic, donc voilà, qui a réintroduit l'héliocentrisme. Vous voyez donc les dates de Copernic, qui en elles-mêmes sont parlantes, si on se souvient un petit peu de notre histoire. Ça veut dire qu'il est un contemporain de la Renaissance italienne, entre autres, et vous allez voir que ça va jouer un rôle important. Il est contemporain aussi donc de la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb. Il était jeune, en 1492, et il faisait ses études en Italie à cette époque-là. Alors, un exemple maintenant précis sur comment a pu fonctionner l'imaginaire de Copernic pour bousculer 2000 ans d'idées reçues, c'est-à-dire le système de Ptolémée, avec la Terre au centre. Donc ça, c'est l'idée originale, la proposition originale. Une planète tourne en cercle autour de la Terre. Maintenant, les astronomes de l'Antiquité savent très bien que quand on observe le mouvement de la planète Mars, par exemple au cours de l'année, Mars ne se contente pas de dériver lentement par rapport au fond d'étoiles fixes, il fait des courbes bizarres, des boucles, avec des phases de rétrogradation. Il est clair qu'avec ce modèle-là, vous ne vous expliquerez jamais ces boucles. Donc les astronomes de l'Antiquité étaient parfaitement conscients de cela. Ils ont commencé à compliquer le système par leur imagination géométrique qui ne sort pas du paradigme circulaire. Donc un mathématicien, Apollonius, élève d'Euclide, introduit ce qu'on appelle des épicycles, c'est-à-dire il va supposer que la planète tourne
sur un petit cercle dont le centre tourne autour d'un grand cercle. Donc, vu de la Terre, ça va complexifier les mouvements. Et puis, au cours des siècles, le système se perfectionne et se complique pour mieux rendre compte des apparences. Donc, Hipparque, par exemple, propose que la Terre ne soit pas exactement au centre du grand cercle. Et tout ça, ça aboutit donc quelques siècles plus tard à Ptolémée, qui couronne toute cette astronomie géométrique, qui se révélera fausse, comme vous le savez, mais qui à l'époque marchait assez bien comme modèle scientifique. Un modèle scientifique, c'est jamais la vérité, ce n'est jamais qu'un modèle qui permet pendant un certain temps d'expliquer, de rendre compte des observations et de faire éventuellement quelques prédictions à peu près correctes. On a donc le système de Ptolémée. Et vous voyez qu'effectivement, la planète roulant sur son petit cercle, vu depuis une Terre qui change légèrement de position par rapport au grand cercle, peut reproduire les boucles. Voilà, ça c'est la façon dont fonctionnait l'imaginaire géométrique dans l'Antiquité. Que fait Copernic ? Copernic est influencé par ce qu'il voit dans sa jeunesse en Italie. Il fait ses études supérieures en Italie pendant 10 ans. Il côtoie les grands artistes de la Renaissance. Il est contemporain de Léonard de Vinci, par exemple, et bien d'autres. Et il découvre la perspective italienne. C'est de l'art, de l'esthétique. La perspective, c'est le changement de point de vue. Et Copernic se dit, pourquoi ne pas transposer cette vision en perspective pour représenter le ciel ? C'est-à-dire, ce que je vois dans le ciel, ce n'est peut-être qu'un effet de perspective. Et au lieu de considérer que ce que je vois du ciel ne sont que des mouvements par rapport à moi qui seraient absolument immobiles, pourquoi ne pas imaginer que ce soit moi qui bouge et qui, par effet de perspective, voit les mouvements célestes ? Et donc revient cette idée d'héliocentrisme. Et regardez cette chose admirable, le raisonnement d'une élégance suprême. On met le Soleil au centre, la Terre tourne autour du Soleil, le Mars tourne autour du Soleil comme toute autre planète, mais à une vitesse plus faible que la Terre. Et vu depuis la Terre par effet de perspective, Mars se projetant sur le fond du ciel, à cause des différences de vitesse, eh bien Mars va avancer, puis va se mettre à reculer, puis à nouveau va se remettre à avancer. Et voilà comment dans le système héliocentrique, on réexplique par une vision en perspective l'organisation du système solaire. Et donc on a donc cette publication du traité des révolutions que Copernic publie en 1543. Alors attention, ce n'est que le début de la grande révolution, parce que Copernic se contente, entre guillemets, de faire ce qu'il va appeler le grand déménagement, c'est-à-dire simplement de déplacer la Terre du centre de l'univers et d'y mettre le Soleil. Il ne touche pas au reste, c'est-à-dire il ne touche pas à l'hypothèse que les orbites sont des cercles parfaits, et il y a l'hypothèse également que l'univers est fermé et borné par la sphère des étoiles fixes. Autre exemple, l'idée de la divine proportion. En architecture, vous avez sans doute entendu parler de Palladio, qui est l'auteur de ces si belles villas que l'on trouve encore aujourd'hui dans la région de Venise, notamment la célèbre Villa Rotonda, dont toutes les proportions obéissent au nombre d'or. Et donc son traité d'architecture a énormément influencé la pensée, non seulement des architectes, mais également des astronomes, des mathématiciens, des géomètres de l'époque. Alors, un grand astronome de l'époque qui joue un rôle important dans l'histoire des bâtisseurs du ciel, c'est un astronome danois qui s'appelait Tycho Brahe, et qui s'est fait construire en fait le premier grand observatoire européen sur une île au large du Danemark qu'il appelait le Palais des Étoiles, Uraniborg. Et en fait, les plans de son palais observatoire sont calqués dans les proportions sur les plans des villas de Palladio. Donc on y voit essayer, on veut à la fois avoir une sorte de divine proportion dans l'organisation du ciel, mais également transcrire cette divine proportion sur Terre à travers les lieux où on va observer le ciel. Alors avec Kepler, on a peut-être le meilleur exemple de cet imaginaire absolument fascinant et foisonnant qui faisant appel à la fois à l'esthétique et à la géométrie pour essayer d'organiser le système du monde en quelque chose de cohérent. Je vous recommande la lecture, outre celle de mes livres, bien entendu, je plaisante, un livre merveilleux qui a été écrit par Wolfgang Pauli, qui est l'un des fondateurs de la physique quantique, un très grand penseur, qui a écrit un merveilleux petit livre que l'on trouve dans la collection Sciences et Imaginaire chez Albin Michel, qui s'appelle Le cas Kepler. Et justement, il essaie de décoder un petit peu la façon incroyable dont Kepler pouvait penser le monde. Alors, le jeune Kepler a une idée fulgurante, qui s'avérera fausse, mais qui va faire avancer beaucoup les choses. Il s'interroge, il est absolument copernicien, convaincu que c'est bel et bien le Soleil qui est au centre et la Terre qui tourne autour comme les autres planètes, mais ce qui le turlupine, c'est la distribution des orbites planétaires, les rapports entre les distances des planètes au Soleil. À l'époque, évidemment,
évidemment, on ne connaît que les planètes jusqu'à Saturne, c'est-à-dire 6 planètes, et donc il y a 5 intervalles à expliquer. Et Kepler voit une correspondance, et non pas une simple coïncidence, dans le nombre 5 avec les 5 solides platoniciens. Il fait un calcul géométrique assez compliqué, je dois dire, mais dans lequel il découvre qu'il y a une façon et une seule d'emboîter les 5 solides platoniciens les uns dans les autres en faisant intervenir des sphères inscrites et des sphères circonscrites. Et quand il calcule les diamètres et les rayons de ces sphères inscrites et circonscrites successives, eh bien, il retrouve à peu près les proportions observées à l'époque dans le système solaire. Il croit avoir découvert l'architecture secrète de l'univers, le secret du monde, comme il l'appelle dans son ouvrage qu'il publie en 1597 par cette organisation incroyablement harmonieuse qu'évidemment pour lui, grand croyant, seul l'architecte suprême a pu concevoir. Donc il publie notamment dans son premier traité, cette visualisation très pratique du système du monde sous la forme d'une coupe, la coupe cosmique, qui, selon lui, aurait également pu servir de distributeur automatique de boissons. Alors dites-vous bien que quand vous allez ici au distributeur automatique de boissons pour prendre un Coca-Cola, Kepler avait déjà imaginé un distributeur automatique de boissons, mais lié à la représentation du système solaire et en mettant évidemment autre chose que du Coca-Cola, mais des liqueurs un petit peu plus excitantes comme le vermouth, le tokay, etc. et l'hydromel. En 1609, l'imaginaire de Kepler est mis un petit peu en défaut, l'imaginaire des polyèdres est mis en défaut par justement les données astronomiques que Tycho Brahe a accumulées pendant 30 ans. Et il voit bien que les nouvelles données astronomiques ne concordent pas tout à fait avec sa belle idée du mystère cosmographique. Et donc il va travailler d'arrache-pied, et là c'est tout à son honneur de voir un grand savant avouer qu'il était dans une impasse et changer complètement d'opinion et de point de vue. Il va travailler d'arrache-pied et il va découvrir en fait l'une des choses fondamentales de l'histoire de l'astronomie, c'est la nature elliptique des trajectoires planétaires. Alors les fameuses lois de Kepler dont j'espère que vous avez entendu parler, il les découvre en l'an 1609. D'ailleurs au début de sa découverte, son imaginaire est froissé, son sens esthétique est froissé parce que n'oublions pas qu'il fallait s'abstraire de 2000 ans de paradigme circulaire où tout ce qui était céleste devait être sphérique ou circulaire. Or, il découvre une ellipse. L'ellipse, c'est un cercle déformé, c'est un cercle bâtard. Et lorsqu'il y en a une correspondance entre Kepler et l'un de ses anciens maîtres qui lui demande ce qu'il est en train de découvrir, et Kepler lui répond « Je viens de découvrir un tas de fumier ». C'est l'ellipse qu'il vient de découvrir. Mais après, bon, il s'apercevra que sur ce tas de fumier poussent de bien belles roses, qui sont les roses de la nouvelle astronomie. La même année, Galilée pointe pour la première fois une lunette vers le ciel. Et donc il voit des choses que l'œil humain n'a jamais vues. Et surtout des choses qui vont entrer en contradiction avec la physique de l'époque, c'est-à-dire la physique aristotélicienne. Alors, comme vous le savez, il découvre notamment les satellites de Jupiter qui tournent autour de Jupiter, comme si Jupiter était effectivement un mini-système copernicien, un mini-soleil avec des choses tournant autour de lui. Il découvre les taches solaires, alors que le Soleil, dans la physique d'Aristote, devrait être parfait, pas taché. Il découvre des quantités d'étoiles invisibles à l'œil. Alors finalement, les étoiles ne sont peut-être pas que des lampions placés comme ça, juste pour éclairer la nuit, pour rendre la nuit jolie, puisqu'il y en a des quantités qui sont invisibles, elles ne sont peut-être pas faites pour l'homme. Philosophiquement, c'est profond. Et puis, il y a les fameux dessins de la Lune. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. On a récemment glosé sur... Galilée a fait beaucoup de dessins à la main de ses observations de la Lune, qu'il voyait à la lunette. Et l'un de ces dessins a beaucoup fait gloser les historiens, puisque sur ce dessin-là, où on représente la Lune à son premier quartier, on voit bien le découpage, le relief de la Lune, des cratères. Et puis ici, il y a un énorme cratère qui n'existe pas réellement sur la Lune. Alors, grande question qu'on s'est posée, est-ce que c'est l'imaginaire galiléen qui a voulu pousser le bouchon trop loin, ou à force de vouloir convaincre, il a introduit un gros cratère où il n'existait pas? D'autres disent, mais non, il avait un problème ophtalmologique, donc il y a eu des travaux possibles, etc., etc. Écoutez, moi, je suis allé chercher parmi les nombreuses photos de la Lune, exactement cette région de la Lune prise récemment par les grands télescopes. On voit bien la région dessinée par Galilée, on reconnaît tout à fait là les 5 taches, vous les retrouvez tout à fait ici, et le petit cratère là, il est là. Puis vous voyez qu'ici, c'est vrai qu'il n'y a pas de gros cratère, mais quand même on peut comprendre que
Galilée a pu, parce que ça c'est une photo prise avec des instruments incroyables, la lunette de Galilée, ça fonctionnait moins bien qu'une simple paire de jumelles, on n'y voyait pas très bien, assez flou, donc c'est peut-être pas la peine de faire intervenir des choses extravagantes pour expliquer ce cratère bizarre de Galilée. Alors toujours est-il que Galilée publie donc le résultat de ses observations dans un ouvrage qui va faire beaucoup de bruit en Europe, qui s'appelle donc Le Messager céleste. Voilà le nouveau message qui nous vient des astres. La Lune a du relief comme la Terre. J'allais dire satellite à des Jupiters. Je voulais dire Jupiter a des satellites, bien entendu. Vénus a des phases, le Soleil a des taches, etc. Tout cela va à l'encontre de la physique aristotélicienne. Le grand Kepler, le plus imaginatif de tous, va répondre immédiatement par un petit opuscule, Conversation avec le messager céleste, où il s'emballe pour les découvertes de Galilée qui ne sont pas encore affirmées par d'autres, mais Kepler a absolument confiance parce que ça correspond tout à fait à son imaginaire, son propre imaginaire cosmologique, le fait que toutes ces découvertes soient faites. Et il écrit dans cette conversation imaginaire avec Galilée qu'on construira bientôt des gigantesques navires qui iront dans les terres avec de grandes voiles solaires pour explorer les planètes. Donc c'est déjà les débuts de l'astronautique imaginée par Kepler. Le même Kepler d'ailleurs qui écrira quelques années plus tard, influencé par ces découvertes-là, le premier livre de science-fiction qui s'appelle Le Songe ou l'astronomie lunaire. Un livre tout à fait extraordinaire, à structure bizarre, à structure un peu à la Borges, avec des emboîtements. Vous avez le texte initial, il ne fait que 5 ou 6 pages. À peine. Et il décrit un voyage imaginaire sur la Lune avec des processus appelant plus ou moins à des choses de sorcellerie pour aller sur la Lune. Mais une fois qu'on est sur la Lune, on refait de l'astronomie, vue depuis la Lune. À nouveau, on change de point de vue, de perspective, et on démontre depuis la Lune que la Terre tourne bien autour du Soleil. On redémontre le système copernicien. C'est admirable. Et la structure du livre est incroyable, parce que je vous dis, le texte principal ne fait que quelques pages. À chaque mot, il y a une note. Donc on lit après le système de notes. L'ensemble des notes fait une 50aine de pages cette fois-ci. Et sur presque chaque mot de la première ensemble de notes, il y a d'autres notes qui sont des notes de plus en plus techniques et de plus en plus astronomiques à partir du récit purement fictionnel. Et à l'arrivée, on a un ouvrage de 200 pages qui est imbriqué l'un dans l'autre, qui montre l'esprit incroyable de Kepler. Alors, Galilée a quand même du mal à convaincre que ce que l'on voit à travers la lunette n'est justement pas le fruit de son imagination, mais c'est la réalité du ciel. Du mal à convaincre parce qu'il ne comprend pas vraiment le fonctionnement du tube qu'il a entre ses mains. Pour lui, c'est un instrument dont il va faire fabriquer plusieurs exemplaires, mais de façon empirique, en faisant tailler des lentilles de formes diverses, en faisant varier la longueur, mais il ne comprend pas les lois de l'optique et il ne répond pas vraiment aux objections de ses contradicteurs, qui ne manquent pas évidemment de lui faire remarquer que rien ne prouve que tout cela n'est pas un effet de la magie créé par un tube mystérieux dont on ne comprend pas le fonctionnement et que tout ce qu'on voit à la lunette, ce n'est que de l'imagination et non pas la réalité du ciel. Eh bien, c'est ce brave Kepler, mon cher Kepler, qui va résoudre la question en analysant notamment le fonctionnement de l'œil humain grâce à un de ses amis qui était médecin de l'empereur, Rodolphe, qui faisait des dissections anatomiques et notamment faisait des coupes de l'œil. Et Kepler a compris comment l'œil humain était un système optique avec le cristallin jouant le rôle d'une lentille, focalisant les rayons lumineux sur la rétine, au foyer. Et il transpose ça, donc son imaginaire anatomique, il le transpose pour expliquer le télescope de Galilée et pour justifier les observations de Galilée et pour écrire le premier grand livre d'optique de l'histoire qui paraît donc en 1611. Tout cela se passait il y a 400 ans. L'imaginaire de Kepler, toujours géométrique et esthétique, se manifeste dans beaucoup de ses autres œuvres moins connues que ces fameuses lois de Kepler et son traité d'optique. Par exemple, une fois qu'il s'aperçoit qu'on ne peut plus vraiment utiliser les 5 polyèdres réguliers pour expliquer l'organisation du ciel, le macrocosme, il va s'attacher à décrire le microcosme avec des structures polyédriques, mais cette fois-ci étoilées, qui sont finalement des variantes non convexes des solides platoniciens initiaux, en s'interrogeant notamment sur la forme des cristaux de neige. Il écrit un merveilleux petit ouvrage en 1 semaine seulement qui s'appelle « La neige sexangulaire ». Pourquoi ? Parce qu'il réfléchit par des principes à la fois, je répète, esthétiques et géométriques, qu'un flocon de neige ne peut avoir que 6 branches.
Et il commence à décrire, à inventer la cristallographie, à décrire les structures, les structures cristallographiques des cristaux de neige, et puis après généraliser ça aux structures des alvéoles d'abeilles, etc., etc. L'ensemble des formes géométriques. Et également une conjecture très puissante, qu'on appelle donc la conjecture sur l'empilement des sphères. Kepler pose la question sur la meilleure façon d'empiler des sphères les unes sur les autres de façon à obtenir le maximum de compacité dans un volume donné, comment mettre le maximum de sphères. Et il fait l'hypothèse, la conjecture, il n'arrivera pas à la démontrer mathématiquement, la conjecture que la solution, c'est la solution utilisée naturellement par les fruitiers sur leurs étals, que l'on voit encore sur les marchés. On met les oranges, on empile les oranges pour faire un tas comme ça. Voilà. Et cette conjecture mathématique est devenue un théorème, car ça a été démontré, mais ça n'a été démontré que dans les années 1990 à l'aide de superordinateurs. Toujours l'imaginaire keplérien poursuit ses travaux. En 1619, il produit un livre, Harmonices Mundi, qui porte bien son nom, l'harmonie du monde. L'harmonie a totalement investi la pensée de Kepler pour expliquer toutes les structures à grande et à petite échelle. Il y découvre notamment la troisième loi de Kepler, qui est la plus importante de toutes, que l'on appelle aussi la loi harmonique. Petite formule mathématique qui lie en fait les distances des planètes au Soleil à leur période de révolution, qui est une loi universelle. Cette loi est encore utilisée aujourd'hui pour faire des choses aussi extraordinaires que de calculer par exemple la masse d'une planète extrasolaire en orbite autour d'une étoile lointaine, ou la masse d'un trou noir invisible autour duquel on voit des étoiles tourner, et en appliquant cette loi 3 sur T2, on en déduit la masse du trou noir. Vous voyez ? Et tout ça, ça remonte à 1619. Et l'imaginaire keplérien avait justement imaginé qu'il avait repris le vieux thème de l'harmonie des sphères. Vous savez que dans l'Antiquité, on pensait que les planètes chantaient sur leur trajectoire, émettaient une note de musique. Alors ça tombait bien, il y avait 7 planètes, donc ça faisait les 7 notes naturelles de la gamme de Pythagore. Et puis, lorsque Kepler découvre ce qu'il avait cru être un tas de fumier, l'ellipse à la place du cercle, il va s'apercevoir qu'en fait, ce tas de fumier va bien enrichir l'harmonie des sphères, parce que l'ellipse a une propriété, il n'y a pas de centre vraiment, il y a des foyers à l'ellipse. Ça veut dire que la planète sur une ellipse, elle va avoir une vitesse qui va varier. Lorsqu'elle est proche du foyer, c'est-à-dire du Soleil, elle va tourner plus vite, et lorsqu'elle est loin, elle va tourner moins vite. C'est la réalité des faits. Et donc, en tournant plus vite, elle va émettre une note plus aiguë, et en tournant moins vite, une note plus grave. Et donc, il va associer un intervalle musical à chaque planète. Et dans son traité, il propose cette correspondance entre la taille, la forme de l'orbite des planètes, c'est-à-dire finalement l'excentricité, l'ellipse plus ou moins allongée, et un intervalle musical. Alors, par exemple, Mercure, qui est la planète qui a l'orbite la plus excentrique, a un grand intervalle, tandis que la Terre, qui est représentée ici, dont l'orbite est très proche d'un cercle, à l'intervalle minimum, le demi-ton. Et d'ailleurs, Kepler propose même les deux notes précises, mi et fa, séparées effectivement par un demi-ton, en justifiant son imaginaire musical en latin par le fait que les notes chantées par la Terre au cours de l'année sont miseria, famina, misère, famine. Bien. Tout ça a quand même abouti à un traité de musicologie d'Andreas Werkmeister qui a influencé le clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. C'est pas tout à fait rien. Je n'ai pas surveillé l'heure, je l'ai craint de trop largement déborder mon temps. Qu'est-ce que je voulais vous mettre non, je passe sur les anagrammes de Galilée, je n'ai pas le temps. Oh si, quand même, c'est trop joli. Je peux pas faire l'impasse là-dessus. Les rapports étranges entre Galilée et Kepler, ils ne vont jamais se rencontrer, mais ils vont échanger une correspondance. Galilée est très jaloux de ses observations, il ne veut pas les donner à Kepler, dont il se méfie un petit peu. Et il lui envoie plutôt des anagrammes pour lui faire part de ses nouvelles découvertes que Kepler s'escrime à vouloir déchiffrer. Alors la première anagramme que Galilée lui envoie, c'est une anagramme portant sur cette découverte-là, c'est-à-dire les phases de Vénus. C'est quelque chose d'important parce que dans le système de Ptolémée, Vénus n'a pas de phase. Ce n'est que dans le système de Copernic que Vénus a des phases. Donc c'est quand même effectivement une vérification importante du système copernicien. Et il lui envoie ceci en latin, qui signifie quelque chose, c'est-à-dire ça, ces choses qui ne sont pas encore mûres sont lues en vain par mois, ça a un sens épistémologique, mais Kepler sent bien qu'il y a quelque chose de caché derrière, un sens caché, il triture ça dans tous les sens, comme au Scrabble, et il ne trouve pas de solution. La solution était, Cynthia figura simulatur mater amorum, qui signifie les phases de Cynthia sont imitées par la mère de l'amour. Cynthia c'est la Lune, la mère de l'amour c'est Vénus. La Vénus a des phases comme la Lune. Bien, donc Kepler a échoué.
Là où il va réussir partiellement, c'est dans une autre anagramme encore plus diabolique que lui envoie Galilée. Il observe Saturne et il trouve que Saturne a 2 boursouflures. Ce sont les anneaux de Saturne, mais Galilée n'a pas un instrument suffisant pour s'apercevoir que ce sont des anneaux. Donc il voit flou l'image ronde de Saturne avec 2 sortes de bosses. Voilà. Et il lui envoie cet anagramme. Kepler triture ça dans tous les sens, à nouveau un Scrabble, en latin. Il trouve une solution, en mauvais latin, qui lui dit « Salut, brûlant jumeau, rejetons de Mars ». Et Kepler croit que Galilée a découvert 2 satellites de Mars. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et Kepler est absolument persuadé que c'est ça parce que dans son système à lui, dans son imaginaire à lui, il y a une progression géométrique dans le nombre de satellites des planètes autour du Soleil. La Terre, Mars, Jupiter. La Terre a un satellite, la Lune. Jupiter en a 4, les 4 satellites galiléens, donc Mars entre les deux, il doit en avoir 2. Donc Kepler est absolument persuadé que Galilée a découvert 2 satellites de Mars. La vraie solution était celle-là. J'ai observé la plus haute des planètes en triple forme. Saturne avec une triple forme. Voilà. Donc ça, ce sera confirmé beaucoup plus tard par un des meilleurs télescopes et par Huygens. L'imaginaire de Kepler sur les satellites de Mars a conduit Swift, le fameux auteur des Voyages de Gulliver, à décrire dans les Voyages de Gulliver, bien avant qu'on ne découvre effectivement que Mars a 2 satellites, à décrire 2 satellites imaginaires de Mars, avec leur période de révolution et leur distance. Et quand on compare maintenant les satellites réels de Mars qui n'ont été découverts qu'en 1877 avec des télescopes, qui s'appellent Phobos et Deimos, leur distance à Mars et leur période de révolution, obéissant aux lois de Kepler, A3 sur T2 égale constante, quand on le compare à ce que dit Swift, directement inspiré de Kepler, on voit quand même un accord assez à quelques pourcents, qui n'est pas si mal, entre les satellites imaginés et les satellites réels. On en arrive au dernier, enfin provisoire, des bâtisseurs du ciel, Isaac Newton. Alors lui, il va vraiment achever la grande révolution copernicienne et galiléenne en passant carrément du monde clos à l'univers infini, c'est-à-dire non seulement le Soleil est au centre d'un système planétaire, mais toutes les autres étoiles sont également des soleils, se répartissant cette fois-ci dans un espace probablement infini, et non pas donc effectivement un espace borné par une ultime sphère des étoiles fixes. Donc c'est l'avènement effectivement de l'astronomie moderne, avec l'invention effectivement d'une loi de gravitation pour expliquer cette fois-ci les mouvements célestes et puis une sorte de quadrillage de l'univers par les rayons lumineux qui épousent naturellement les lignes droites dans l'espace euclidien. L'imaginaire de Newton, c'est quelque chose de fondamental. J'aurais pu y passer en fait toute la séance d'aujourd'hui. Et notamment, il s'est manifesté lors de 2 années particulières qu'il a passées dans sa jeunesse. Quasiment en autodidacte. Il avait commencé à rentrer à l'université de Cambridge, au Trinity College, et avant de passer un quelconque diplôme, c'est-à-dire avant d'avoir une formation un petit peu avancée, l'université ferme pour cause de peste. Il se retrouve pendant 2 ans confiné dans son village natal, qui est une ferme, en fait, au nord de l'Angleterre. Et dans cette ferme-là, il va se mettre à penser à plein de choses et à penser sur l'univers, ce qu'il appellera plus tard ces 2 années merveilleuses. Il n'a que 23 ans et il va faire un ensemble de découvertes absolument phénoménales, notamment la découverte du spectre de la lumière en décomposant la lumière du soleil à travers des prismes. Il découvre les couleurs de l'arc-en-ciel, ce qui fondera donc les lois de l'optique. Il invente le télescope, qui est un fonctionnement tout à fait différent de la lunette de Galilée. Il invente les mathématiques, qu'on appelle aujourd'hui le calcul différentiel et intégral. Et surtout, il invente la gravitation universelle. Je dis bien inventé parce que ce ne sont pas les vérités établies, ce ne sont que des modèles scientifiques provisoires, comme tout modèle scientifique, mais qui va marcher extraordinairement bien pendant 150 ans, jusqu'à Einstein, et qui d'ailleurs, dans les conditions de tous les jours, continue à très bien marcher aujourd'hui, bien entendu. Quand aujourd'hui vous envoyez un vaisseau spatial se poser sur Mars à quelques mètres près, les lois de Newton suffisent. Il faut faire appel à des théories plus élaborées. Si vous voulez parler des pulsars, des trous noirs de Big Bang, ça ok. Mais pour l'astronomie de tous les jours, ça marche très bien. Et alors l'imaginaire de Newton sur la découverte de la gravitation universelle, il l'a raconté beaucoup plus tard. On peut douter de la véracité. On aime bien alimenter sa propre légende lorsqu'on a pris un certain âge et qu'on raconte aux gens qui sont autour comment vous avez fait pour découvrir ça.
Et Newton, très âgé, à 80 ans, finalement, il a raconté, j'étais dans mon verger, j'ai vu une pomme tomber, et puis il y avait la pleine lune, et je me suis dit, la lune devait tomber sur la terre exactement comme la pomme, sous l'action de la même force. Mais la lune ne touche pas le sol de la terre parce qu'elle a un mouvement de côté qui lui fait tourner autour de la terre. Elle rate la terre à chaque fois, mais elle tombe exactement comme la pomme. Voilà. Et donc il y a une force unique, qui est la force d'attraction universelle, qui fait tomber aussi bien la pomme que la lune sur la terre. Et puis, comme cette force est universelle, la Terre doit aussi tomber sur le Soleil. Et le Soleil doit aussi tomber sur les autres étoiles, et ainsi de suite. Et l'univers tout entier est gouverné par une loi universelle, qui est donc la loi de gravitation universelle. Et voilà comment un imaginaire plus moderne, que vous connaissez peut-être davantage que celui de Gottlieb, avait fantasmé sur l'idée de Newton qui reçoit la pomme sur la tête. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme cela. Donc bref, je passe sur cet épisode-là. Donc en 1687, Newton finit par publier donc ses principes mathématiques de la philosophie naturelle, puis en 1704 ses lois de l'optique. Voilà, donc l'imaginaire de Newton a été fortement, je vais juste un petit peu en avant parce que je me souviens plus ce que j'ai mis, voilà. L'imaginaire de Newton a été en fait, mais ça on s'en est rendu compte beaucoup plus tard, fortement alimenté, non seulement évidemment par la géométrie, par les travaux de ce prédécesseur. L'une des phrases que l'on attribue à Newton, c'est si j'ai vu plus loin que les autres, c'est parce que je n'étais qu'un nain perché sur des épaules de géants. Voilà. Donc quelque chose qui se nourrit des travaux de ses prédécesseurs. Et Newton a été glorifié à la fois de son vivant, puis après, on le considère comme un géomètre divin dans cette magnifique gravure de William Blake. Ce qui est le plus intéressant peut-être dans le cas de Newton, où il y a un cas Newton, peut-être au moins aussi étonnant, sinon plus que le cas Kepler, c'est qu'en fait, l'imaginaire de Newton s'est essentiellement nourri de travaux alchimiques et ésotériques. Newton a passé l'essentiel de sa vie, non pas à faire des mathématiques et de la physique et de l'astronomie, comme on le croit et comme on le lit dans les manuels, mais à pratiquer l'alchimie en secret dans son laboratoire, et à y voir donc des principes élémentaires d'attraction de répulsion qu'il va transposer après dans le ciel avec le soufre, le mercure, tout un ensemble d'expériences alchimiques, et puis à faire le décodage des Saintes Écritures parce qu'il est persuadé qu'il est le nouveau prophète descendant directement de Moïse et Isaïe pour révéler la vérité divine de l'univers, de l'organisation de l'univers. Et en fait, tous ces travaux-là, alchimiques, ésotériques, décodage des Saintes Écritures, calcul de la future apocalypse, instauration de la vraie religion naturelle qui avait été, selon lui, pervertie par les premiers pères de l'Église au concile de Nicée, ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs, a été enfermé dans une malle. L'imaginaire, le vrai imaginaire de Newton, le terreau sur lequel ont germé ces géniales découvertes, a été enfermé dans une malle, la fameuse malle de Newton, qui n'a été ouverte qu'en 1936, lors d'une vente aux enchères. L'acquéreur, c'est John Maynard Keynes, qui est le fameux prix Nobel d'économie. Il ouvre la malle, c'est la boîte de Pandore qui révèle le véritable imaginaire de Newton, qui l'avait conduit finalement à toutes ces trouvailles tout à fait extraordinaires. Il y a un très beau livre là-dessus qui s'appelle La malle de Newton, écrit donc par un de mes collègues qui s'appelle Lou Verlet, sur le fonctionnement de l'imaginaire de Newton. Voilà. J'étais un peu long, mais si vous me permettez, je voudrais quand même vous donner un dernier exemple qui est un exemple très contemporain et qui est un peu plus personnel, pour vous montrer comment l'imagination, une certaine forme d'imagination, à la fois géométrique et esthétique, est toujours à l'œuvre dans la construction de modèles d'univers, cette fois-ci très modernes et très contemporains, fondés par exemple sur le paradigme du Big Bang. Je rappelle, le paradigme du Big Bang, c'est un univers en expansion à partir d'une origine singulière sur laquelle on ne sait pas encore dire grand-chose, mais il y a une structuration progressive de l'univers, et notamment l'idée que dans une première phase, pendant 400 000 ans, l'univers a été si dense et si concentré qu'il était opaque et la lumière ne se propageait pas. Puis l'univers est devenu transparent, c'est devenu le royaume de l'astronomie, et entre les deux, c'est l'origine de la lumière. Le fiat lux de la cosmologie moderne n'est pas le fiat lux originel, c'est un fiat lux décalé de 400 000 ans à peu près par rapport au prétendu temps zéro, qui n'est probablement pas un temps zéro, mais qu'on appelle donc le Big Bang. Cette lumière, figurez-vous,
nous, on la capte aujourd'hui encore, on baigne aujourd'hui dans ce rayonnement qu'on appelle le rayonnement fossile. Et voici une carte obtenue en 2003, en fausse couleur, des grains de lumière initiaux qui représentent l'univers vieux de 14 000 ans par rapport à nous, et jeune seulement de 400 000 ans par rapport à sa propre histoire, et qui nous montre les germes de tout ce qui existe aujourd'hui, toutes les structures astronomiques qui existent dans le ciel. Et figurez-vous que la distribution de ces grains de lumière peut être analysée à la façon d'un instrument de musique dont on décode les vibrations. Les modes vibratoires du jeune univers qui a vibré sous l'effet du Big Bang, par des ondes acoustiques, électromagnétiques, gravitationnelles et autres, a figé ces vibrations, un petit peu comme des grains de sable qui se figeraient sur la surface d'un tambour que vous frapperiez. Et en décodant les harmoniques fondamentales de ce tambour, on en déduit les propriétés du tambour, c'est-à-dire les propriétés de l'univers. En 2003 jusqu'en 2008 sont parues les données astronomiques, justement, qui analysent les modes vibratoires fondamentaux de cet univers observé. Et il y a eu une surprise par rapport au paradigme de l'époque. Le paradigme de l'époque, c'était que notre espace, en fait, à grande échelle, il était quasiment sans courbure, on appelle ça l'espace plat, et infini, l'espace euclidien ordinaire, finalement. Et voici les modes vibratoires fondamentaux de l'espace euclidien infini dans la courbe rouge, le modèle théorique. Et les données expérimentales sont en noir. Alors on voit tout de même un accord extrêmement bon sur la majorité de la courbe, qui montre tout de même que le modèle global et basique du Big Bang marche extrêmement bien. Mais ici, le modèle de l'espace euclidien infini, qui est un cas particulier des modèles de Big Bang, se casse la figure. Ça ne correspond plus du tout à ce qui est observé. Il n'y a plus de vibrations à grande échelle qui sont observées dans le jeune univers. L'une des façons d'expliquer ça, faisant appel à une forme d'imaginaire venant cette fois-ci maintenant également de la musique et de la géométrie, c'est que la forme de notre espace pourrait être, à l'instar d'un instrument de musique, fini et ce que j'ai appelé chiffonné, c'est-à-dire avec des reconnexions un petit peu particulières. Un espace plus petit que ce que l'on croit, plus petit que l'espace observé, et donc on observe des coupures dans les graves, de la même façon que si vous jouez une corde d'un instrument de musique, vous aurez forcément une coupure dans les graves, parce que vous ne pouvez pas avoir de longueur d'onde plus vaste, plus grande que la taille de votre propre instrument. Ben, si l'espace lui-même, l'espace physique, est fini, fermé, sans frontières et avec une forme particulière, on peut expliquer ces vibrations. Et j'ai proposé en 2003 avec mes collègues un modèle particulier qui s'appelle l'espace dodécaédrique. Alors ça ressemble un petit peu à une sorte de ballon de football. Imaginez-vous à l'intérieur de ce ballon, c'est-à-dire dans l'espace ordinaire tridimensionnel, vous voyagez en ligne droite dans une fusée. Au bout de milliards d'années-lumière, si l'espace a réellement cette structure, au lieu de sortir, vous n'avez pas le droit de sortir de l'univers car ça n'a aucun sens, l'univers n'a pas d'extérieur, vous rentrez parce que ce sont les mêmes points en fait. C'est ça l'espace chiffonné qu'on appelle en fait multiconnexe en termes techniques. Et on peut montrer que ça crée l'illusion d'un univers qui serait une mosaïque de dodécaèdres. Alors, l'univers réel n'est qu'un dodécaèdre, mais dont les faces opposées sont collées entre elles, donc ce qui élimine les bords. Et l'illusion d'optique créée, la démultiplication des rayons lumineux, un petit peu comme si les pentagones étaient des miroirs, démultipliant les images, crée l'illusion d'un univers plus vaste que ce qu'il est en réalité. Alors ça paraît bizarre de ressortir des modèles dodécaédriques pour expliquer des données extraordinaires. D'où vient cet imaginaire-là qui marche assez bien, parce que je dois vous dire qu'on a calculé près de 2 milliards de modes vibratoires de ce modèle-là, par des calculs un peu compliqués, et on retrouve exactement les données à observer au télescope. Je peux vous dire en conclusion que l'imaginaire ne vient pas du tout du football, comme l'ont dit les journalistes de l'époque. Quand on a publié notre article dans Nature, on a vu fleurir des articles disant l'univers a la forme d'un ballon de football. Ça venait pas du tout de ça, ça venait plutôt de deux choses, de jeux vidéo et du jardinage. Le jeu vidéo parce que, alors maintenant malheureusement j'ai dû changer d'ordinateur parce que mon ordinateur s'est juste planté 1 heure avant, dans lequel j'avais une animation. Donc là on l'a transposé et là j'ai plus l'animation. C'est un jeu vidéo très très simple. J'espère que vous jouez plus à ce type de jeu vidéo, aussi rudimentaire. Mais il y a 30 ans, on avait une fusée qui ne quittait jamais l'écran. Lorsqu'elle bougeait, dès qu'elle atteignait un beau côté de l'écran, elle ressort de l'autre côté parce que c'est comme si les côtés étaient collés. Voilà, donc vous fabriquez l'écran est un espace fermé, fini, sans bord. Parce que vous ne pouvez pas sortir. Et c'est exactement l'équivalent, en fait, d'une fusée plate qui circulerait à la surface donc, de ce qu'on appelle un tore, la surface d'une chambre à air, et qui effectivement est obtenue à partir du collage d'un bout de papier, un rectangle ou un carré. Pour supprimer les bords, vous les collez entre eux, vous faites d'abord un cylindre, vous reconnectez le cylindre et vous faites un tore qui est un espace fini sans bord. Voilà. Eh bien, on peut généraliser ça à un nombre quelconque de dimensions. On peut imaginer par exemple un hypertore.
Et la forme là, on est à 3 dimensions. L'hypertor, c'est un cube dont les faces opposées sont collées et vous vous déplacez en ligne droite. Et dès que vous atteignez une face, vous vous retrouvez de l'autre côté, évidemment, parce que c'est le même point. Et l'univers pourrait être un hypertor avec cette illusion d'optique créée. Voilà. Alors, au-delà de l'hypertor, le dodécaèdre dont je vous ai parlé, c'est une variante beaucoup plus subtile et complexe et intéressante de ce type d'espace multiconnexe qui créerait un rapport particulier entre l'espace réel et l'espace observé. Et pour alimenter cet imaginaire géométrique un peu difficile à visualiser pour le commun des mortels, avec mes collègues, on a fait un logiciel de visualisation absolument époustouflant. Et heureusement pour vous, j'ai changé l'ordinateur, donc je ne peux pas vous le montrer. Je dis heureusement parce que j'ai largement dépassé mon temps. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez toujours chercher sur Google. Vous tapez Curved Space et vous tomberez sur le logiciel. Vous pouvez le télécharger aussi bien sur Mac que sur PC. Et vous allez naviguer par des calculs mathématiques, mais absolument fascinants, dans des espaces incroyables. Vous voyez des illusions d'optique de partout, des terres qui se démultiplient à l'infini, et vous pouvez changer la topologie, la forme de l'univers, et vous voyagerez à travers toutes ces choses-là. Voilà, je crois que je n'ai pas surveillé l'heure. En général, je fais toujours ça, je ne regarde jamais l'heure quand je parle, excusez-moi. Mais voilà un petit peu cet imaginaire, comment ça fonctionne. On n'est pas encore tout à fait fini avec moi, parce que je voudrais finir sur ça. Cette magnifique gravure de Dürer dont je vous ai déjà parlé. À gauche, la mélancolie, 1514, contemporain de Copernic. Je rappelle, on revoit donc les éléments de la géométrie de l'Antiquité, les sphères, les polyèdres, la comète dans le ciel, un carré latin, le symbole du sablier, la balance, symbole astrologique vers lequel se dirige la comète, changement de temps. On passe du Moyen-Âge à la Renaissance, un luth, l'instrument de musique, un chien, les instruments de maçonnerie. La mélancolie 2010, faite par un de mes collègues physiciens théoriciens, on a toujours l'ange cosmologiste qui réfléchit à la structure du monde. Au lieu d'avoir l'instrument de la géométrie euclidienne, le compas, il joue avec des dés, référence à la physique quantique. L'univers est-il probabiliste ou déterministe? Einstein disait Dieu ne joue pas aux dés. Bohr et Heisenberg disent si Dieu d'abord n'existe pas et en toute façon l'univers c'est un jeu de dés. Voilà, on est plutôt dans cette optique aujourd'hui. Les sphères sont remplacées par des variantes topologiques, le tor comme vous voyez, le double tor, etc. etc. Les clous sont remplacés par les pommes de la gravitation, symbole de la gravitation depuis Newton. Ici le rabot est remplacé par un sac de cordes parce qu'aujourd'hui l'une des théories soi-disant unificatrice qui veut mettre toute la physique ensemble s'appelle la théorie des cordes. Le luth est remplacé par le trou du luth est remplacé par l'espace déformé par un trou noir. Ici, le polyèdre irrégulier est remplacé par monde dodécaèdre cosmologique. Le comète est remplacé par le Big Bang qui va former les galaxies. Un tableau montrant la classification des particules élémentaires. Le chien remplacé par le chat, qui est une allusion au chat de Schrödinger. Pour ceux qui connaissent la physique quantique, vous apprécierez, et ainsi de suite. Donc voilà, en 2 gravures, 400 ans de saut, on a aussi un petit codage intéressant sur l'imaginaire de la physique d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie. Le micro est à vous. Bonjour. Donc en fait, je voulais vous demander par rapport au Big Bang, vous l'avez utilisé plusieurs fois, mais en fait, qu'est-ce que c'est le Big Bang? Sachant que je crois que c'est des journalistes qui avaient inventé ce jeu de mots, mais ça revient à quoi le Big Bang et comment on peut en parler sans pour autant faire jouer l'imaginaire? Et aussi, je voulais savoir qu'est-ce que c'est fondamentalement des trous noirs si on ne peut pas voir ce que c'est en fait. Voilà, 2 sujets de conférences entiers que je donne assez régulièrement, le Big Bang et les trous noirs. Donc pour répondre très très rapidement, tout d'abord le Big Bang, effectivement ce n'est pas le fruit de même si dans toute créativité scientifique et l'invention d'un nouveau modèle scientifique, l'imaginaire et l'imagination jouent toujours un rôle au départ. Après il faut construire un modèle qui se veut cohérent, à la fois consistant mathématiquement et compatible avec les observations de l'époque. Donc l'idée de Big Bang, elle est née dans les années 1900, à la fin des années 1920, à partir à la fois d'observations qui suggérait que toutes les galaxies semblaient s'éloigner de l'observateur, de nous,
à des vitesses d'autant plus grandes qu'elles étaient plus lointaines, premièrement. Observation mal comprise par les astronomes de l'époque, qui n'étaient pas des théoriciens, mais simplement des observateurs, et donc qui pouvaient éventuellement penser que finalement notre galaxie, nous, la Terre et notre galaxie, on était au centre d'un univers où toutes les galaxies partaient dans toutes les directions comme une sorte d'un feu d'artifice, à partir d'un truc initial qui aurait été une grande explosion, le Big Bang. D'où, effectivement, vous l'avez judicieusement remarqué, le terme Big Bang a été utilisé d'abord de façon dérisoire pour se moquer de la théorie par le plus farouche adversaire de cette théorie-là, qui s'appelait Fred Hoyle, qui a voulu ridiculiser un jour cette idée d'explosion primordiale à la radio, en appelant ça le grand boom, le Big Bang. Voilà, en fait, il a consacré un terme qui est devenu effectivement d'usage. Alors, la réalité des choses, c'est que derrière, il y a une théorie fondamentale de la gravitation, qui est la théorie de la relativité d'Einstein. Et quand vous résolvez les équations d'Einstein pour essayer de décrire la structure spatiale et temporelle de l'univers, l'espace-temps, et son évolution au cours du temps, vous trouvez que les solutions naturelles, c'est justement un espace qui varie au cours du temps. Et notamment une expansion possible de l'univers à partir de quoi ? À partir d'une configuration initiale extrêmement petite, qu'on appelle donc le Big Bang. Et donc c'est quelqu'un qui s'appelait Georges Lemaître, qui a essentiellement développé en 1931, dans une publication que pratiquement personne ne va croire, et presque tous les scientifiques de l'époque vont s'attaquer à cette idée, l'idée d'un début de l'univers, un début assez singulier de l'univers, non pas dans un point infinitésimal, ce qui est une absurdité, mais dans ce que Lemaître appelait l'atome primitif, à partir duquel l'univers rentre en expansion et crée l'ensemble des structures aujourd'hui observées. Et donc, en fait, l'observation des galaxies qui s'éloignaient n'était que la traduction, en fait, de l'expansion de l'espace. Ce ne sont pas les galaxies qui bougent, qui s'éloignent, c'est l'espace qui nous en sépare, qui se dilate. Donc, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de bord. L'espace se dilate, qu'il soit fini ou infini, on ne le sait pas encore, mais il se dilate en chacun de ses points, de façon isotrope ou homogène. Et donc, à quelconque point de l'univers que l'on soit, si on regarde autour de nous, on verra toujours les galaxies s'éloigner parce que c'est l'espace qui se gonfle. Et Lemaître avait justement fait le raisonnement à l'envers, remontant le film à l'envers. Si l'univers est en expansion dans le futur, dans le passé, il était en contraction, et donc on doit aboutir inéluctablement à l'idée d'un début dans l'expansion, un temps fini dans le passé et non pas un temps infini. Donc l'idée d'un début de l'univers, et aujourd'hui c'est daté de 13,7 milliards d'années. Alors je ne dis pas maintenant que évidemment ça représente le temps, le zéro absolu, le temps absolu, le zéro temporel de l'univers, qui est une absurdité également physique. Aujourd'hui on élabore des modèles un peu plus perfectionnés qui, sans remettre en cause les grandes lignes du Big Bang, l'expansion de l'univers à partir d'une configuration initiale très petite, commence à envisager peut-être un avant le Big Bang. Voilà. Mais une fois de plus, ça s'inscrit tout à fait dans l'idée générale du Big Bang, qui est d'aujourd'hui devenu un modèle scientifique corroboré par des observations de grande précision, et notamment grâce à l'analyse du rayonnement fossile dont je vous ai parlé. Quant au trou noir, encore une autre histoire. C'est vrai que c'est aussi, au départ, ça fait appel à une certaine imaginaire très profonde. J'ai écrit beaucoup de livres sur les trous noirs et j'y ai consacré des chapitres entiers justement sur l'imaginaire, l'archétype carrément de ce que représentait le gouffre sans fond du trou noir. Le trou noir de l'astrophysicien, on le retrouve bien avant qu'il soit inventé par les astrophysiciens. On le retrouve dans la poésie de Gérard de Nerval, par exemple, et dans d'autres poètes qui imaginent justement l'idée d'un puits où tout se perd, où tout s'engouffre. Ça se perd dans la nuit des temps, en fait. Cette image primordiale de l'esprit humain, d'un puits sombre dans lequel tout disparaît. Ce qui est le plus troublant dans tout ça, c'est que ça apparaît finalement comme solution naturelle des équations de la relativité, dans un phénomène qu'on appelle l'effondrement gravitationnel. Lorsque vous avez une grosse masse qui n'est plus soumise qu'à sa propre gravité, plus rien ne peut arrêter sa contraction, et ça produit une sorte de trou dans l'espace, une déformation du tissu élastique de l'espace, qui peut être un puits, soit un puits bouché, ou soit un puits débouchant sur d'autres régions de l'univers, avec des choses fascinantes qu'on appelle les trous de verre, la porte des étoiles, ce genre de choses. Donc beaucoup d'imaginaires science-fictionnesques issus d'une solution exacte des équations de la relativité. Peut-être le plus stupéfiant et intéressant dans cette histoire, c'est que les trous noirs, d'abord issus de l'imaginaire mathématique et géométrique, il faut quand même... C'est bien de parler d'imagination, mais à partir de l'imagination, après, il faut quand même résoudre des équations un peu compliquées. Voilà. Mais on fait ça, et le plus merveilleux de ça, c'est que les trous noirs, issus de cet imaginaire et de ces résolutions compliquées d'équations de la relativité, ils existent bel et bien dans l'univers.
On les voit au télescope. Alors on ne les voit pas directement puisqu'ils sont par essence invisibles, mais en absorbant la matière, le gaz, en détruisant des étoiles, c'est un truc sur lequel j'ai travaillé il y a quelques années, comment la façon dont une étoile qui frôle un trou noir géant est aplatie comme une crêpe et après explose, j'avais appelé ça les crêpes stellaires flambées, ben, ça s'observe aujourd'hui au télescope. On observe toutes ces matières qui disparaissent, qui est écrasée dans un trou noir, on l'observe avant de disparaître dans le trou noir et ça indique indirectement la présence réelle des trous noirs. Voilà comment fonctionne notre astrophysique et notre physique et notre cosmologie moderne, toujours un mélange d'imaginaire, de géométrie, de mathématiques et d'esthétique. Bonjour, je suis Chéradi Asser de l'ENC. J'aurais une question par rapport à l'imagination géométrique. En fait, dans une œuvre de Rousseau sur l'inégalité de l'inégalité parmi les hommes, celui-ci a spécifié l'imagination en expliquant que quand on imagine, par exemple, si jamais on demande à quelqu'un d'imaginer un arbre, celui-ci va imaginer un arbre en particulier et non pas les arbres en général. Par exemple, un petit arbre ou un grand arbre. Autrement dit, l'imagination, elle va tendre à singulariser. Alors que dans la géométrie, on va essayer plutôt de tendre vers l'universalité. Par exemple, pouvoir travailler sur la Terre et sur la Lune, on va essayer de conceptualiser le cercle parfait, pouvoir travailler dessus. Autrement dit, l'imagination qui elle tend à singulariser et la géométrie qui elle tend à universalité, j'ai du mal à saisir le concept d'imagination géométrique. Donc, est-ce que vous pouvez spécifier ce concept-là ? Bien, votre question est bien intéressante et assez profonde. Cela dit, les formes géométriques dont j'ai parlé, la sphère, l'ellipse, le dodécaèdre, etc., sont le fruit de notre imagination. Ils ne sont pas si universels que ça, parce que ce sont des idéalisations. Aucune forme de la nature n'est parfaitement sphérique, n'est parfaitement circulaire. Même la ligne droite, ça n'existe pas. Le triangle équilatéral parfait, ça n'existe pas dans la nature. Il y a donc des idéalités, des idéalisations géométriques à partir desquelles on construit des modèles du monde. Moi, si je proposais un modèle d'univers dodécaédrique, je sais très bien que l'univers, il n'a rien à faire de mes idées, il n'est pas dodécaédrique. Peut-être qu'il n'est pas loin d'être dodécaédrique, mais c'est certainement pas un dodécaèdre parfait. Voilà. Et tout est comme ça dans la physique. On utilise des propriétés comme Platon et Aristote l'ont fait au début avec des considérations sur la symétrie rotationnelle, parfaite ou imparfaite, selon qu'on passe du cercle au solide platonicien. On utilise aujourd'hui dans la physique la plus sophistiquée, classification des particules élémentaires, modèle cosmologique, la théorie des groupes qui généralise toutes ces notions de symétrie, des groupes extraordinairement compliqués, dans lesquels il y a toujours des symétries, mais ces symétries sont idéalisées, en ce sens qu'après on s'aperçoit que la vraie physique, la bonne physique, celle qui introduit par exemple de la dynamique, de l'évolution, de non-statique, eh bien, fait appel à de la symétrie légèrement brisée. Donc toute la force et la puissance de cet imaginaire géométrique qu'on utilise aujourd'hui dans la physique la plus évoluée, ce sont les brisures de symétrie. On part d'une idéalisation initiale, une symétrie que l'on suppose parfaite, et ensuite on la brise légèrement pour faire apparaître toute la richesse d'une modélisation meilleure de l'univers. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais il y a donc... ces formes géométriques dont vous parlez ne sont pas si universelles que ça. Une dernière question. Apparemment non. Bien, ben merci Jean-Pierre Luminet. Merci à vous. Merci à vous d'avoir passé la journée avec nous et à bientôt. Au revoir.